Que de surnoms pour cette beauté. Des poèmes mythologiques appellent cette île au sud-est de l'Inde l'île où l'on obtient le bonheur, l'île fortunée. Dans l'Antiquité, on la nomme Taprobane. Après les marins de la Rome antique, les commerçants arabes connaissent l'île comme Serendip, ou en français Sérendipité, soit une découverte heureuse faite par hasard. La larme de l'Inde, la perle de l'océan, le jardin de Bouddha. Sous domination portugaise, puis hollandaise, les Britanniques en prennent le contrôle en 1815 et lui octroient le nom de Ceylan, Ceylan. Ce nom va rester jusqu'en 1972, date à laquelle le gouvernement le modifie. En sanskrit, Sri signifie vénérable et Lanka, île resplendissante. Sri Lanka. À peine sorti d'une guerre civile qui aura duré une trentaine d'années, le Sri Lanka connaît un renouveau sans précédent. La croissance économique est au rendez-vous. Ses indiscutables atouts de beauté naturelle en font une destination touristique de plus en plus prisée. Des hôtels poussent un peu partout sur l'île, mais ce développement et la manne du tourisme ne vont pas sans soulever des interrogations. Le respect de l'environnement et surtout l'état d'esprit d'un peuple face à son histoire qui souhaite améliorer sa situation et vivre en paix. Les premiers habitants de l'île sont les Védas, une population de chasseurs-cueilleurs descendus d'Inde ou d'Asie du Sud-Est vers 32 000 avant Jésus-Christ. 21 millions d'habitants peuplent le Sri Lanka. Singhalais bouddhistes et Tamouls hindous sont les deux groupes principaux. Regroupant les 3/4 de la population, les Singhalais bouddhistes constituent la majorité. Ils habitent plutôt la partie sud-ouest de l'île. Originaires de l'État indien du Tamil Nadu, les 25% de Tamouls occupent le nord et la côte est du pays. Il est une vérité commune au bouddhisme et à l'hindouisme. La souffrance prend son origine dans le désir qui ne peut être comblé. Pour y échapper, l'homme doit s'élever par la méditation et la compassion. Le corps d'un être humain, comme l'univers, est composé de 5 éléments. Terre, eau, air, feu et éther. Pour avoir un esprit et un corps en harmonie, ces éléments doivent être équilibrés. Provenant du sud de l'Inde et transmise par les textes sanscrits depuis 5000 ans, la médecine ayurvédique est la médecine traditionnelle du Sri Lanka. Si je n'avais pas un bon karma, je n'aurais pu ni devenir médecin, ni vous rencontrer par exemple. Il se peut même que nous nous soyons rencontrés dans nos vies précédentes. Dans la banlieue de Kandy, bien loin des spas luxueux proposant massage et cure aux touristes, le docteur Guru Denia harmonise corps et esprit. Cette science de la vie comprend plusieurs branches: médecine générale, vétérinaire et traitement des fractures. Lui est spécialisé dans le traitement des fractures. Selon l'Ayurveda et selon le bouddhisme, ce que nous sommes dans cette vie est conditionné par nos expériences dans une vie précédente. Nous devons avoir un bon karma pour pouvoir venir en aide aux autres en tant que médecin. Je suis devenu médecin dans cette vie parce que j'ai été médecin dans une vie antérieure et que ma mission est de venir en assistance aux malades. Initialement, le traitement des fractures était appelé la médecine des arbres. Pourquoi la médecine des arbres? Parce qu'elle utilisait des remèdes à base de feuilles et d'écorces d'arbres. Là se trouve l'objectif du traitement des fractures. Utiliser les feuilles et écorces des arbres locaux afin de gérer les fractures. Notre famille a toujours été spécialisée dans le traitement des fractures. Nous possédons une réelle expertise en ce domaine que nous transmettrons aux générations futures. Voilà pourquoi nous restons fidèles à cette spécialité. En parallèle, le traitement des fractures requiert également des connaissances en médecine générale. Par exemple, certaines fractures nécessitent de connaître l'anatomie des articulations.
La majeure partie de la population s'adresse à la médecine occidentale pour les urgences. Mais ils se tournent vers nous quand il s'agit de fractures ou de cas non soignés par la médecine occidentale. Du point de vue de la médecine ayurvédique, nous privilégions l'esprit. Le bien-être de l'esprit est essentiel pour une bonne guérison. Dans la médecine occidentale, ce qui importe est d'appliquer le raisonnement scientifique et peu importe l'état d'esprit ou le contexte du patient. Nous ne procédons pas ainsi. Nous interrogeons nos patients sur leurs habitudes alimentaires, leur environnement personnel et nous essayons de les rendre sereins. Nous maintenons un dialogue régulier. Nous ne voulons pas qu'ils soient dans un état de stress et de tension. Nous les soignons même s'ils n'ont pas les moyens de nous payer. En tant que médecin de village, j'accepte qu'un patient qui en a les moyens me rembourse les frais engagés pour la préparation des remèdes. Mais quand il s'agit d'un villageois en difficulté financière, je me contente de ce qu'il m'offre. C'est là que réside la valeur de la médecine traditionnelle, car elle ne recherche pas le profit. Nous recherchons le bien-être du patient. Le Sri Lanka doit un autre de ses surnoms, l'île du thé, à un coup du sort. Les Anglais introduisent le théier en 1857, mais à l'époque, les plantations de caféiers sont une des principales ressources économiques. La culture du thé est anecdotique. Un parasite en 1869 décime tous les caféiers. Il faut donc miser sur une autre culture. Celle du thé prend alors son essor. Dans le district de Nuwara-Elia, sur les hauts plateaux, les femmes tamoules ne récoltent que les jeunes bourgeons. Le Sri Lanka est actuellement le 3e producteur mondial, avec plus de 300 000 tonnes produites par an. Les thés sri-lankais sont classés selon leur provenance en 5 grands crus. Connus depuis les Britanniques, le nom de Ceylan a été conservé comme label de qualité. La recherche des pierres précieuses a de tout temps suscité maintes légendes. Certains textes mentionnent que le roi Salomon aurait offert à la reine de Saba un rubis du Sri Lanka. La ville de Ratnapura est associée aux mines et au commerce. Ratnapura ne signifie-t-elle pas la ville des pierres précieuses? Ici, l'exploitation des pierres remonte à plus de 2000 ans. Au-dessus des entrailles de la terre où sommeillent des trésors, une colonie de grandes roussettes semble garder les lieux. Les gisements de saphir sont partout. Pour un poids de 466 carats, le géant bleu d'Orient est l'une des plus grosses pierres jamais trouvées ici. La variété bleue est certes la plus connue, mais l'éventail des couleurs va du rose au vert, en passant par l'orange. Le plus fameux et recherché d'entre eux est le Patparacha, un saphir rose orangé. Au même titre que le rubis, le saphir appartient à la famille des corindons. Pascal Algier descend d'une vieille famille de joailliers. Depuis 25 ans, le Sri Lanka est sa maison. On est venu ici essentiellement parce que c'est un pays de source de pierres, des pierres exceptionnelles, d'une beauté rare. Et il y en a beaucoup, même si l'exploitation est artisanale. Il y a des pierres à foison, toute l'île est un cristal ici. Il y a toujours un attrait particulier pour les saphirs au Sri Lanka parce que le saphir lui-même est directement assimilé à Ceylan. Alors évidemment, il y a aussi des saphirs birmans, des saphirs du Cachemire qui sont très beaux, etc. Mais c'est surtout le saphir Ceylan qu'on trouve sur le marché qui est disponible. Pour des raisons géologiques, les pierres ici ont été formées avec des pressions et des chaleurs plus intenses qu'ailleurs. Ça a permis d'obtenir des cristaux extrêmement denses et extrêmement vifs. À l'aide d'un outillage rudimentaire, la plupart des mines sont creusées de 10 à 50 mètres sous terre. C'est vraisemblablement dans une mine similaire que le plus gros saphir bleu étoilé du monde a été découvert. Son poids, 1404,49 carats. Son prix, autour de 150 millions de dollars, dépasse l'entendement. Les cristaux se sont déposés avec le temps sur le bedrock, c'est la couche granitique qui peut se trouver aussi bien en profondeur, à 50 mètres ou à 100 mètres, qu'en surface. Donc il n'est pas rare, pendant la construction d'une route par exemple, de shooter dans un cristal de saphir.
c'est vraiment culturel ici. Tout le monde connaît les pierres précieuses. Tous les Lankais ont un beau-frère ou un cousin qui a des pierres dans sa poche. Les Indiens, déjà au XVIe siècle, qui commençaient à extraire des diamants de Golconde, avaient déjà des saphirs du Sri Lanka. La datation des cristaux au Sri Lanka est estimée entre 50 et 65 millions d'années. Donc à chaque fois qu'on regarde une bonne pierre, on a l'impression de tripoter un petit moment d'éternité en fait. Le brut en lui-même n'est pas vraiment attractif, c'est juste une pierre de couleur, comme on en trouve au bord des plages quand on est gamin. Mais le lapidaire, qui la facette, qui la scie, qui la polie, en tire vraiment le meilleur. Et là, on trouve vraiment un objet d'exception. La lumière est essentielle dans la pierre parce que plus la pierre est dure, comme le saphir par exemple, plus l'indice de réfraction est important et plus la réflexion est importante et plus elle va pétiller. C'est pour ça que les pierres qu'on appelle précieuses sont plus rares et plus chères, c'est surtout parce qu'elles sont plus dures et parce qu'elles reflètent la lumière beaucoup plus que les pierres fines. Je suis surpris tous les jours. Et tous les jours, je découvre quelque chose non pas que je connais pas, mais auquel je ne m'attendais pas. Alors ça peut être des pierres individuelles, ce qu'on appelle des pierres de centre, la pierre qu'on va mettre au milieu d'une bague, qu'on va entourer de diamants. Mais ça peut être des lots de pierres aussi, des lots mélangés. Quand un mineur sort sa production, dans le même lot, on va trouver des saphirs, des grenats, des citrines, des pierres de valeur et des pierres communes. Le regard que je porte sur ce pays est très positif parce qu'il est plein d'avenir. On n'est qu'au commencement. Ce qui serait dommage, ça serait qu'on commence à exploiter les pierres comme on le fait en Amérique du Sud ou en Afrique, avec des mines à ciel ouvert qui sont un désastre pour l'environnement. Donc en fait, comme l'exploitation des pierres est encore artisanale, ça permet deux choses. D'abord, ça permet de conserver la rareté des saphirs scellants et leur prix, et ça permet surtout de sauvegarder l'environnement. Avec ses 1340 km de côte, le Sri Lanka est un paradis pour de nombreuses espèces de tortues. Vertes, kawan, luttes, imbriquées ou olivâtres. Cependant, ces dernières sont menacées de disparition. En cause, les habitudes alimentaires d'un peuple qui se délecte d'œufs et de viande de tortue. Avec la diminution de la population de tortues, un organisme corallien a proliféré tout en détruisant une partie des récifs et a accéléré l'érosion des côtes. Protéger les tortues friandes de ces organismes coralliens apparaît donc comme une solution d'avenir. Dudley Pereira a ouvert sa nurserie et un centre d'éducation il y a 28 ans. Mon premier souvenir lié aux tortues marines remonte il y a 41 ans. Ce jour-là, j'ai vu des tortues pondre des œufs et les gens les ramasser. Petit, je me souviens avoir posé la question sur ce qu'allaient devenir ces œufs, et on m'a répondu qu'ils allaient être mangés. Ce jour-là, je me suis dit qu'il serait bien que les tortues soient protégées. Ce que je fais aujourd'hui est le résultat de cette réflexion. Depuis toujours, les gens ramassent les œufs de tortue pour ensuite les vendre sur le marché. Moi, je les rachète pour qu'ils soient couvés en nurserie avant d'être relâchés dans l'océan. Ceux qui ramassent les œufs sont en majorité des pêcheurs. Cela leur assure une source de revenus quand ils ne peuvent pas sortir en mer.
Cependant, au regard de la loi sri-lankaise, c'est illégal. Alors, en nous remettant les œufs, ils se libèrent de cette crainte d'être dans l'illégalité. J'espère leur assurer un certain revenu grâce à la rémunération proposée. La température a une incidence sur la détermination du sexe. Pour contrôler l'équilibre naturel des sexes, nous utilisons des trous profonds pendant la saison des fortes chaleurs et des trous peu profonds lorsque les températures baissent. Le déterminisme du sexe des tortues dépend en effet de la température d'incubation des œufs. Plus la température est chaude, et plus grand est le nombre de femelles à éclore. Nous nous efforçons de nous approcher le plus possible de l'évolution de la tortue dans son milieu naturel. Par exemple, quand nous les relâchons, on ne les remet pas directement à l'eau. Il est important qu'elles parcourent la plage avant d'atteindre la mer pour que cette mémoire s'imprègne en elles. Nous suivons leurs besoins naturels. Si nous ne respectons pas cette étape, les femelles ne pourront pas retrouver cette plage pour la ponte. Personnellement, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que les futures générations soient sensibles à cette cause et que les projets de préservation n'aient plus lieu d'être. Idéalement, les tortues doivent pouvoir pondre librement et leurs petits repartir à la mer sans danger. C'est parce qu'elles n'ont pas cette liberté que nous sommes obligés de les protéger de cette manière. À ce jour, Dudley Pereira a relâché plus d'1 million de tortues. Le taux de survie naturelle est d'1 pour 1000. Son objectif est que 3% d'entre elles survivent. La spiritualité du pays s'est exprimée pendant des siècles par un théâtre populaire, le kolam, et des rituels d'exorcisme dont les acteurs portaient des masques très raffinés. Aujourd'hui, la ville côtière d'Ambalangoda reste le principal centre de sculpture de masques. La ville évoque pour tout un chacun marionnettes et masques de bois. Sixième génération de sculpteurs de sa famille, Bhadrananda Wijesurya considère en toute humilité que ses connaissances tiennent dans un seau d'eau. Afin de préserver les traditions, il prône à ses élèves de ne pas aller vers la modernité. L'objectif n'est pas pécuniaire, mais bien de sauvegarder la fierté de sa famille à travers cet art. Depuis mon plus jeune âge, j'ai observé mon père, maître Ariyapala, sculpter les masques. Déjà, en tant qu'écolier, j'entendais le son du ciseau à bois. Je voyais le travail sur le bois de Kaduru. Mon esprit d'enfant était continuellement nourri par les images et les sons de la sculpture. C'est ce qui m'a donné envie d'occuper mes après-midi à travailler le bois une fois l'école finie. La chose la plus importante que mon père m'ait appris est que si l'on veut réaliser quelque chose, il faut s'y consacrer entièrement. Si l'on ne s'applique pas, l'entreprise est vouée à l'échec. En ce qui concerne la sculpture, je me suis entraîné pour être aussi habile que lui. Naturellement, je me formais non seulement à la sculpture, mais aussi à la peinture. C'est ainsi que nous avons hérité de cette capacité à manier les pinceaux avec minutie.
À présent, j'ai plus de difficultés à travailler, mais je forme mes élèves et les dirige. Traditionnellement, il existe 3 types de masques. Le premier est Raksha. Raksha regroupe les masques effrayants. Ces masques peuvent représenter des cobras, des personnages sortant des flammes. Ensuite, il y a Kolam. Dans Kolam, nous retrouvons les visages humains. Ce sont des masques de personnages utilisés dans les spectacles ou pièces de théâtre. Le dernier est Sani. Il existe 18 visages de Sani. Les 18 Sani représentent 18 maux ou maladies. Ils sont utilisés lors de rituels d'exorcisme des personnes malades. Certains cas se produisent encore de nos jours. De temps à autre, des cérémonies censées chasser les esprits qui provoquent les maladies ont encore lieu dans l'arrière-pays. Tambours, feux et incantations semblent avoir un impact psychologique sur les personnes convaincues que leurs maux sont dus à un esprit malveillant. Je constate aujourd'hui qu'il y a un pullulement d'ateliers de sculpture de masques grâce à l'essor du tourisme. Ceux-là se contentent de gagner de l'argent en bernant le touriste. Ce n'est pas notre philosophie. Avec ou sans touristes, nous voulons perpétuer cet art. Escale dès le 5e siècle pour les navires marchands entre l'Asie et l'Occident, Colombo, la cacophonique et dense capitale économique du pays, n'en finit pas de se transformer au gré de l'explosion touristique de ces dernières années. Après les négociants arabes puis portugais, les Hollandais, au XVIIe siècle, s'imposent. Avec l'arrivée des Britanniques, le port devient cité et en 1815, Colombo est proclamé capitale de Ceylan. Forte de 650 000 habitants, Colombo bénéficie toujours d'une position stratégique sur les voies commerciales maritimes entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Colombo rassemble la quasi-totalité des services et de l'industrie du pays. La plupart des exportations de l'île, qu'il s'agisse de caoutchouc, de noix de coco, de thé ou d'huile, transitent par elle. Longtemps à la traîne sur le plan artistique, la ville connaît une ébullition sans précédent. La créatrice germano-sri-lankaise, Saskia Fernando, ouvre sa galerie en 2009. Il est très important pour moi que les bijoux que je crée et que je conçois soient fabriqués au Sri Lanka. Il y a toujours une touche sri-lankaise dans ce que je propose. C'est ma marque de fabrique. Je ne sais pas s'il s'agit de patriotisme ou si simplement cela me rapproche d'une certaine manière de mon pays, mais c'est fondamental. De nos jours, les gens fabriquent des bijoux partout dans le monde. Mais moi, j'ai l'impression de retourner à un certain artisanat et à une qualité de travail qui est en quelque sorte unique au Sri Lanka. J'ai commencé à travailler dans la galerie de mon père quand j'avais 20 ans. On m'a donné carte blanche pour faire ce que je voulais dans cette entreprise de design déjà établie. Je rêvais d'ouvrir ma propre galerie et de travailler avec les artistes à plein temps, avec pour but de professionnaliser la scène artistique sri-lankaise et de la développer davantage.
La scène artistique au Sri Lanka est très dynamique. C'est vraisemblablement dû à la façon dont le pays s'est développé pendant la guerre. Nous avons bénéficié de beaucoup de financements étrangers, ce qui veut dire que beaucoup de nos artistes ont pu étudier au pays avant d'aller en Europe, aux États-Unis et en Australie. Grâce à ces expériences, ils ont appris d'autres techniques qu'ils ont ramenées et combinées avec leur propre inspiration dans leur travail. Donc vous trouverez beaucoup de diversité dans notre scène artistique contemporaine. Rien n'est comparable à la qualité de vie dont nous bénéficions ici au Sri Lanka, et spécialement depuis les changements dans le pays ces dernières années. Il y a beaucoup d'opportunités. En partie détruite par le tsunami de 2004, Weligama est aujourd'hui tourné vers les sports nautiques. À l'origine petit port de pêche, les ressources halieutiques ne suffisent plus. Anura Wijewikrama a senti le vent tourner depuis 2004. Son activité principale, qui était la pêche sur pilotis, est devenue aujourd'hui une activité touristique à part entière. De pêcheur, il est devenu négociant en images d'Épinal. Et derrière l'apparente bonhomie de ses propos, pointe une certaine tristesse. Avant le tsunami, la mer était normale et pleine de poissons. Depuis le tsunami, il n'y a plus de poissons. Après le tsunami, la population de poissons a diminué de moitié. Actuellement, nous ne pêchons plus qu'une seule espèce de poisson et il ne nous reste plus qu'à pêcher les touristes. Cela fait environ une centaine d'années que nous sommes dans le métier. Ce sont mes arrière-grands-pères qui ont commencé. Beaucoup de touristes viennent photographier les pêcheurs sur pilotis. Ils sont très attirés par les pilotis. C'est ce qu'ils nous donnent qui nous permet de survivre. Notre entourage n'y voit pas d'inconvénient et nous pêchons pour notre propre consommation. Nous mettons à profit le temps passé à poser pour les photos pour pêcher nos repas. À l'époque, nous gagnions mieux nos vies grâce à la pêche. Le tourisme représentait peu. Quand la pêche était bonne, nous gagnions dans les 15 000 roupies par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus possible et nous survivons grâce aux revenus du tourisme. Je suis content que mon visage soit vu dans le monde entier. Je suis devenu immortel. Ce n'est pas un métier libre. Rester assis durant des heures est très pénible. Si j'avais le choix, je ne ferais pas de pêche sur pilotis. Le soleil tape, nous ne mangeons pas à notre faim. À l'avenir, nos enfants ne prendront pas le relais. Et je pense qu'à l'avenir, les pêcheurs sur pilotis disparaîtront. C'est une quasi-certitude. Dans le sillon des marins qui ont arpenté l'océan Indien pour y faire commerce d'épices et de pierres précieuses, chaque voyageur visitant Gaule plonge dans le temps. En accostant à Gaule, Marco Polo écrivit qu'il n'est de plus belle île que Ceylan. Gaule est une des plus vieilles villes du Sri Lanka, et son passé colonial s'inscrit sur chaque pierre. La ville connaît son apogée pendant la domination hollandaise au XVIIIe siècle, juste avant l'arrivée des Britanniques. Ce sont les Hollandais qui vont construire les remparts de la cité et lui donner cet aspect fortifié. Nul ne s'accorde sur les origines de son nom. Pour certains, lorsque les Portugais arrivent au XVIe siècle, ils entendent le chant d'un coq, galo en portugais,
et la nomment ainsi. Pour d'autres, c'est de Gala, rocher en Saint-Galais, que provient son nom. Gaule fait figure de concentré d'histoire architecturale européenne et sud-asiatique. Dans cette ville cosmopolite, chaque ruelle est quiétude, et depuis longtemps, les principaux courants religieux cohabitent en parfaite harmonie. À quelques battements d'ailes de la forteresse de Gaule, à l'entrée de la baie sommeille une autre citadelle indissociable de l'histoire de la péninsule rocheuse. Le manoir de Klausenberg fut racheté à la couronne britannique au XIXe siècle, puis acquis par la famille de Kumar Abe-Wardena. Lui et son fils Emmanuel considèrent cette demeure comme un membre à part entière de l'histoire coloniale, mais aussi de leur famille. Lorsque nous étions petits, nous venions ici pour passer les vacances. C'était une maison familiale à l'époque, pas un hôtel. Et c'était il y a longtemps. J'ai 73 ans, donc on parle d'un temps révolu. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours passé beaucoup de temps à Klausenberg. Et je l'ai toujours connu en tant qu'hôtel et maison familiale à la fois. Notre arrière-grand-père a travaillé pour la compagnie maritime P&O. Il était vendeur d'accastillage. Klausenberg a été construit par le capitaine Bailey, qui était directeur de P&O. Mon arrière-grand-père a acheté cette propriété à P&O vers 1889. Et elle est dans notre famille depuis cette date. Je suis extrêmement fier de ce patrimoine. Et nous aimons aussi partager ce patrimoine avec les clients qui viennent nous voir. Nous pensons que le bâtiment devrait toujours rester tel qu'il est, qu'il devrait rester un lieu ouvert où les gens peuvent venir le voir et vivre un moment d'histoire. C'est une propriété de grande valeur. Et lui, il est économiste. Et il dit que l'on ne gagne pas suffisamment par rapport à la valeur de la propriété. Il m'a convaincu de permettre la métamorphose que l'on vit en ce moment. Nous avons décidé de louer la propriété à une marque internationale hôtelière pour qu'elle puisse passer à la vitesse supérieure. Elle va rester dans la famille. Cet endroit et sa beauté seront embellis. L'un de mes défauts, c'est d'avoir manqué d'ambition. Il m'a enseigné que la vie est meilleure lorsqu'on a de l'entrain et du dynamisme pour accomplir des choses. Moi, je suis plutôt décontracté et j'ai bien profité de la vie. Le 26 décembre, nous étions en train de prendre le petit déjeuner dans le patio. 3 vagues sont arrivées et ont frappé les villages de cette côte. Il y a eu de nombreuses victimes ici. Après ce hurlement de l'humanité, il n'est resté que le silence. Nous avons alors transformé cet endroit en hôpital. Nous avons préparé des repas car nous avions beaucoup de provisions. Nous avons cuisiné pendant 1 mois et demi sans relâche. Nous avons eu beaucoup de chance, car nous sommes situés sur un point élevé, et grâce à Dieu, il ne nous est rien arrivé. Dans les plaines centrales, Sigiriya, le rocher du lion, est un haut lieu culturel du pays. Juché à 180 mètres et entouré de jungle, l'endroit est au cœur de nombreux débats de spécialistes. Pour certains, cette formation rocheuse a abrité au 5e siècle la capitale du roi Kasyapa. Selon la théorie officielle, Kasyapa, après avoir renversé et tué son père, cherchait une résidence imprenable. À son sommet,
il y aurait construit son palais et un jardin. Pour d'autres, cette théorie est impensable. En l'absence de soubassement en pierre, de fondations visibles pour des murs transversaux ou encore d'installations sanitaires, ce ne pouvait être une citadelle. Pour eux, il s'agissait d'un vaste monastère bouddhique. Le sommet, un sanctuaire pour la méditation, avec des cellules pour les moines et des chemins pavés pour les déambulations. Alors, palais ou monastère ? Considéré comme sacré, l'éléphant fait partie de toutes les célébrations bouddhiques du pays. C'est lui qui a le privilège de porter une réplique de la danse sacrée du Bouddha lors de la fête de Peraera. Cependant, sur une île 10 fois plus petite que la France, la biologie de cet animal bouleverse l'humain dans son environnement. Une étude récente fait état d'une population de 5000 éléphants. Avec un régime alimentaire quotidien de 200 kg de végétation, la cohabitation pose problème. Et la réduction de son habitat au profit de cultures vivrières entraîne maints conflits. À Pinawala, un orphelinat entièrement dédié à ces placides animaux a ouvert ses portes dans les années 70. Le cornac Nisanta Bamunuarachi a très tôt appris à communiquer avec eux. Aujourd'hui, il parle couramment éléphant. J'aime les éléphants depuis tout petit. Il y en avait un dans mon village natal. Ensuite, je suis venu ici pour me former au métier. Avant, nous accueillions beaucoup d'éléphants, mais depuis quelque temps, beaucoup moins. La majorité des éléphants sont des orphelins venus de la forêt. Certains sont tombés dans les puits, d'autres ont perdu leurs parents. Les plus grandes menaces pour les éléphants sont les puits sans barrière et le braconnage. La déforestation les oblige également à se rapprocher des villages pour venir trouver de la nourriture. Ici, les visiteurs n'ont rien à craindre, car ils sont sous la surveillance de plusieurs cornacs. Les éléphants n'ont jamais agressé personne. Lorsqu'ils arrivent, ils sont très farouches et nous attaquent. Au début, ils sont attachés, puis ils s'habituent à nous. Nous les nourrissons et ils commencent à s'attacher à nous. Apprendre à un éléphant à travailler, comme déplacer des troncs d'arbres, prend beaucoup de temps. Il est également difficile de les dresser pour être mis en chaîne ou être montés. Pour gagner la confiance d'un éléphant, il faut le nourrir. Quand vous le nourrissez, quand vous lui montrez de l'affection, l'éléphant vous offre sa confiance. Le point commun que je vois entre les animaux et les hommes, c'est que lorsque nous prenons soin d'eux, ils nous aiment en retour. Les éléphants de l'orphelinat ne seront jamais remis en forêt. Ils seront toujours gardés ici. Nous ne pouvons pas les libérer dans la nature, car ils sont trop habitués aux hommes. Une fois libres dans la nature, ils reviennent dans les villages.
Selon la légende, partout où le Bouddha posait le pied, des fleurs de lotus se déployaient. L'épanouissement du bouddhisme au Sri Lanka remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est pratiqué par plus de 70% de la population. Dans le triangle dit culturel de l'île, la ville sainte d'Anuradhapura s'établit au IIIe siècle avant notre ère, autour d'une bouture de l'arbre de l'éveil, le figuier de Bouddha. Anuradhapura est la première capitale politique et religieuse. Pendant 1300 ans, 119 rois singalais vont s'y succéder. À la suite d'invasions, elle est abandonnée en 993. Les stupas monumentaux contiennent souvent des reliques qui y sont scellées. Anuradhapura est un des plus grands sites monastiques de la planète. La mer de Parakrama est en réalité une étendue d'eau de 25 km² regroupant 3 anciens réservoirs datant du XIIe siècle. Attenante, la capitale de la dynastie Chola, Polonnaruwa, vieille d'un millénaire, s'accompagne d'un système d'irrigation complexe pour son époque. Indika Manawatu sort du cliché habituel des érudits. Si dans une région très aride, la maîtrise des réservoirs constitue une des clés de la civilisation sri-lankaise des premiers temps, notamment pour les besoins de l'agriculture, Indika prône une toute autre théorie, une théorie mêlant développement durable et esthétisme mégalomaniaque. Mon métier est vendeur de glace depuis toujours. Mon travail restera toujours ma priorité. J'ai mené mes recherches pendant 18 ans tout en travaillant. Ce travail ne me gêne pas pour mes recherches. Et je continue de l'exercer avec plaisir. Mon attachement à Polonnaruwa vient du fait que toute ma famille y habite. C'est peut-être dû au fait d'être originaire d'ici et de voir ce site depuis toujours que j'ai eu envie de m'intéresser davantage aux vestiges et au système d'irrigation. J'étais vraiment un élève nul. Et loin de moi l'idée de devenir chercheur pendant mes études. Je ne connaissais pas l'importance de faire des études et je n'avais aucune motivation. À cette époque, je n'aimais pas encore l'archéologie. Depuis le bassin du Prince, s'éparpillent les vestiges de la cité-jardin. La seconde capitale du Sri Lanka va rayonner pendant 2 siècles. C'est alors un important carrefour commercial et religieux. Je suis bouddhiste et je sais que la réincarnation est possible. Beaucoup de personnes croient que j'ai été ingénieur ou architecte à l'époque du roi Parakramabau. Mon expertise, tout comme ma capacité à penser différemment, est le résultat de 18 années de recherche et découle de mon expérience actuelle. Même si je ne suis pas archéologue, je crois être un chercheur compétent. Mes investigations ont permis de mettre à jour une vision différente de celle admise jusqu'alors. Beaucoup soutiennent aujourd'hui que l'agriculture a été la raison pour laquelle le réservoir Parakrama Samudra a été construit. Mais j'ai un avis différent. Je pense que la magnificence et la protection de la cité, ainsi que le prestige d'avoir été l'initiateur d'un impressionnant système d'irrigation, sont les raisons qui ont influencé la décision du roi. Il s'agit d'une architecture et d'un paysagisme avancé. Par exemple,
Durant l'année, il ne pleut que 3 mois. Les 9 mois restants sont très secs. Alors, comment l'eau a été gérée pendant cette période? L'idée essentielle vient de la pensée du roi Parakramabahu lorsqu'il dit « Aucune goutte qui tombe du ciel ne doit aller à la mer ». Partant de cette idée, il montre comment conserver l'eau sur ces hautes terres. À Jaffna, l'ancienne capitale du royaume tamoul, le temple hindou Nallur Kandaswamy Kovil impressionne par ses dimensions. Il est dédié à Murugan, qui dans le panthéon hindouiste est le dieu de la guerre. Tour à tour portugaise, hollandaise et britannique, Jaffna voit les tensions entre Tamoul et Singalais monter d'un cran au début des années 80. Vont s'en suivre plus de 25 ans de conflits. Jaffna devient une zone de guerre. Au gré des combats, la ville est aux mains des tigres tamouls, puis de l'armée singalaise. Dans toute la zone nord du pays souffle un chaos meurtrier. Le conflit fait 80 000 morts et génère un exode de plus de 300 000 personnes. Dans les zones de combat et au gré de l'avancée des troupes, les mines terrestres sont massivement utilisées. En 2009, lorsque le conflit prend fin, des territoires entiers en sont truffés. À l'appel ce matin, plus de 50% des démineurs sont des femmes, souvent des veuves de guerre avec enfants à charge. Un signal fort dans un pays où les hommes dominent la société. L'organisation internationale Allo Trust est un des plus grands employeurs de la région. L'objectif du gouvernement, 2020, sans aucune mine. Je suis gestionnaire de programme pour l'organisation Allo Trust au Sri Lanka. Donc j'ai la responsabilité globale pour toutes les opérations de déminage et d'arpentage qui ont lieu au Sri Lanka. Nous employons à peu près 500 personnes en ce moment. Et au plus fort de nos activités, nous employons plus de 1000 personnes. Donc il s'agit de beaucoup d'effectifs et beaucoup de logistique à gérer. On doit transporter les gens sur les champs de mines tous les jours, contrôler les normes de sécurité et la productivité, et s'assurer que les gens aient les outils nécessaires pour effectuer leur travail. Depuis que l'on a commencé en 2002, nous avons éliminé plus de 200 000 mines antipersonnelles. Donc on pourrait dire aussi que 200 000 accidents ont pu être empêchés. Ces mines empêchent les gens de retourner sur les terres où ils vivaient, ils travaillaient avant la guerre. Et l'impact des opérations de déminage au Sri Lanka est énorme. Dès que l'on enlève les mines, les gens reviennent, ils cultivent la terre, ils construisent des maisons et les communautés sont régénérées. Donc même 25 ans après que les gens aient été déplacés, lorsqu'ils reviennent, ils commencent aussitôt à rendre la terre productive. Donc l'impact est important ici au Sri Lanka. Nous sommes sur une des lignes de mines de l'armée sri-lankaise que nous avons déminées ici à Moomale. Chaque bâton jaune représente une mine que nous avons trouvée et enlevée de la terre. Et cette ligne s'étend sur plusieurs centaines de mètres dans chaque direction. Vous pouvez constater la densité de la pose qui a eu lieu ici. Depuis 4 ans que nous travaillons ici, nous avons enlevé 19 000 mines de ce champ. Comme vous pouvez le voir, le champ de mines s'étend à perte de vue. Les communautés avec lesquelles nous travaillons profitent de notre présence dans le pays de plusieurs façons. En premier lieu, nous essayons toujours d'embaucher des gens venant de la région que nous déminons, pour qu'ils puissent gagner un salaire pendant qu'ils déminent leur propre terre. De plus, ils connaissent la terre comme personne d'autre.
Ils savent quelles terres sont adaptées pour l'agriculture, quelles zones ils veulent utiliser pour la construction d'habitations. Donc il est important que nous ayons cette coopération de la part des communautés locales, et cela veut dire aussi qu'ils participent activement à la régénération de leur communauté. Donc les gens comprennent bien l'utilité de ce que nous faisons et ils sont reconnaissants pour le travail que nous effectuons. La raison pour laquelle je voulais faire ce travail, c'est que l'on a une vision instantanée de nos actions. Il est facile de quantifier l'efficacité de ce que vous faites. Quand vous enlevez une mine de terre, le problème est résolu pour toujours. Depuis le tsunami de 2004 et surtout depuis la fin de la guerre civile en 2009, le Sri Lanka jouit d'une bonne stabilité politique et d'un potentiel économique chaque jour croissant. Les plaies cicatrisent. Le pays veut rattraper son retard en termes d'investissement et de développement. Le Sri Lanka a aussi bénéficié de la désaffection des touristes pour certaines destinations nord-africaines jusqu'alors fort prisées. Secteur des services et tourisme en pleine expansion ne doivent pas faire perdre de vue que ce développement doit se faire au profit de toute la population et de son identité profonde.